de l'importance de cette journée que nous vous accueillons, Valentin, Charazade et Jean-Christophe. Pour cette fête des Insoumis du Cher, nous vous souhaitons très cordialement la bienvenue. Salut à vous les Insoumis. Que de monde. Nous sommes si nombreux. Et alors, c'est une réussite. Pourtant, une question me taraude. Comment devient-on insoumis? Quelle mécanique de l'esprit, et ce d'une façon intangible, serait-elle responsable d'un tel acte? J'avoue y perdre mon français. J'ai passé en revue une liste non exhaustive de situations extrêmement préoccupantes dont je vous donne un bref aperçu. Est-ce une maladie grave dont les origines se seraient perdues depuis la nuit des temps? Est-ce un coup de lune? Un coup de soleil? Une déviance? Un abrutissement généralisé, dit dû à l'abus de désir, de fraternité et d'humanité? Est-ce cet espoir incongru qui nous tenaille les tripes comme l'absence d'un repas chaud quotidien? Ou bien serait-ce une tare congénitale que l'on nous aurait cachée volontairement dès notre naissance, histoire de nous faire croire que tout est normal? Non, non, la normalité est à la ramasse et à bien regarder, je n'ai pas envie d'être normal. En ce qui me concerne, je préfère être libre. Insoumis, dites-vous. Insoumis, ça nous va bien. Des Insoumis, Frédéric, Renard, Jean-Marc Riffet. Bonjour à tous, je suis ravi parce que c'est la première fête des Insoumis du Cher et moi j'en suis sûr ce sera absolument pas la dernière. Alors les Insoumis, qu'est-ce que c'est? Ben, comme dirait Jean-Luc Mélenchon, les Insoumis c'est vous les gens, hein? Mais c'est surtout ceux qui refusent maintenant, on leur dit que la crise est responsable de tout, de toutes les ignominies sociales qu'on peut subir. La crise, chacun sait ce que c'est un phénomène court. Là, une crise qui dure depuis 35 ans, ça s'appelle plus une crise, c'est un système. Je vais passer maintenant la parole à mon camarade insoumis. Bonjour à tous. Alors moi je suis un insoumis, effectivement. Un insoumis, ça ne sait pas parler avec un micro. Jean-Christophe a dit beaucoup de choses tout à l'heure. Un insoumis, c'est un indigné, c'est un ou une, quelqu'un qui se révolte sur les aberrations de notre société, sur tout ce qu'on voit d'illogique, de peu rationnel. En plus, il y a toujours des solutions, c'est-à-dire avec l'esprit critique qu'on a, on trouve une solution qui est peu adaptée ou peu adaptable. Alors, à un moment, il faut agir. Il ne suffit pas de crier de son canapé, devant son ordi, devant sa télé, il faut un peu faire quelque chose, rentrer dans l'action. Alors moi, je suis rentré dans l'action au mois de juin. J'ai rallié la France Insoumise, comme pas mal d'entre vous, quand Jean-Luc Mélenchon a fait son meeting à Stalingrad le 5 juin, où il y avait 15 000 personnes, je vous le rappelle quand même. Oui, sans compter ceux qui ont pu assister. Voilà, j'ai rallié la France Insoumise, justement pour rentrer dans l'action. On a démarré à 200 groupes d'appui avant l'été, on en est à 1300 groupes d'appui. Ça représente en France 147 000 insoumis, c'est-à-dire des gens qui soutiennent, qui ont signé, qui ont donné leur nom, leur adresse mail à la France Insoumise. C'est énorme. Pour faire un comparatif, un parti politique français possède environ 60 000 adhérents, quelque chose comme ça, enfin une moyenne entre 50 000 et 80 000. Nous, on est 147 000. Ça prend une ampleur phénoménale. Oui, alors je vais être beaucoup plus concis que mes camarades. La règle du maximum de profit pour un minimum de gens en un minimum de temps, je la refuse parce qu'elle fait des dégâts considérables. Et comme mes camarades, j'ai décidé de passer à l'action, c'est-à-dire de cesser de bavarder tout seul devant ma télé et de me mettre au service des gens. Merci à tous. Déjà, merci aux organisateurs de m'avoir convié à cette rencontre. Et puis, merci pour cette belle organisation. Je trouve que la salle est absolument magnifique. C'est un beau moment. Et on est nombreux en plus, donc je pense que ça va être un débat intéressant. Alors, je vous explique un peu, parce que j'ai déjà eu l'occasion de faire des rencontres sur la 6ème République. Et en réalité,
réalité, ce qui me semble intéressant, c'est je peux vous parler un peu de quel projet ça implique, d'où nous allons avec cette idée-là, introduire en fait le propos. Mais ensuite, ce que j'aimerais bien, c'est que pendant 20-25 minutes, en fait, on fasse les 20 minutes pour introduire un peu le sujet. Les élections qui ont eu lieu aux États-Unis cette semaine ont montré non pas une victoire des républicains, non pas une sorte d'élan massif du peuple américain pour Donald Trump, mais une démobilisation énorme des classes populaires qui avant votaient généralement, avaient voté Barack Obama par exemple il y a 5 ans, il y a 4 ans. Donc, premier enseignement, les démocrates ont réussi à perdre 10 millions de voix en 4 ans. Et pourquoi cela? Parce qu'ils ont nié absolument la réalité vécue par les milieux populaires aux États-Unis. Ils n'ont pas pris cela en considération et la candidate qui les représentait était l'incarnation même de l'oligarchie qu'il faut combattre là-bas et que nous devons combattre ici. C'est pourquoi Bernie Sanders, qui auparavant était le candidat qui montait dans la primaire démocrate, aurait été de loin un bien meilleur candidat pour faire face à Donald Trump. Parce qu'en réalité, lui, contrairement à Hillary Clinton, parlait au peuple. Et j'en viens, à partir de cette analyse d'une situation étrangère qui finalement est loin de la 6ème République, j'en viens aux commentaires qui en ont été faits ici. Car en réalité, ce sont toujours les mêmes refrains qui sont ressassés quand un événement de ce type se passe. Il s'agit toujours, pour les commentateurs, dont la stupeur est gigantesque de voir un homme pareil être élu, il s'agit toujours pour eux de dévaloriser les électeurs, de dévaloriser le peuple, de dire ils sont bêtes, ils sont stupides, ils sont racistes, et d'ainsi continuer à prolonger la mécanique qui fait qu'une partie de l'électorat est dégoûtée de la politique et s'abstient, et une autre par provocation, ou par colère, se tourne vers l'extrême droite. En réalité, ce genre de discours, ce genre d'analyse auquel nous assistons cette semaine illustre assez bien la déconnexion absolue entre l'oligarchie médiatique et politique et le quotidien vécu par les gens et, au fond, la politique qu'on leur propose. Et donc, en réalité, il faut voir que la situation à laquelle les États-Unis font face, sans la calquer de manière absolue avec la situation française, est tout de même significative, car elle révèle les mêmes mots, et les mêmes mots qui ont les mêmes origines, et ces origines dans le discours qui nous est tenu de manière permanente, c'est l'infantilisation du peuple. Quand nous avons voté, enfin je n'avais pas encore le droit de vote, mais contre le traité constitutionnel européen en 2005, tout le monde est venu expliquer que les gens n'avaient pas compris, qu'il fallait faire de la pédagogie, que en réalité les enjeux étaient complexes et sur une foule de sujets. Vous avez vu aussi le Brexit cette année. Sur une foule de sujets, à chaque fois que l'oligarchie est déstabilisée, et elle l'est dans le cas de Trump du mauvais côté, mais elle l'est quand même, et à chaque fois, elle se braque et se tourne contre le peuple en le prenant comme un enfant, en lui disant « Vilain, tu n'as pas bien voté, maintenant nous allons t'apprendre comment il aurait fallu faire. » C'est donc une incompréhension du dégoût profond que les gens ressentent pour le milieu politique. Et je crois que la campagne que mène Jean-Luc Mélenchon, la campagne insoumise, qui est une campagne large, qui vise à créer un mouvement ample et ouvert, cette campagne permet précisément de renouer avec ce que la gauche n'aurait jamais dû perdre, le sens de son alliance avec le peuple, le sens de la défense des intérêts du peuple. Car si nous ne faisons pas ça, nous perdons aussi la démocratie. Il n'y a pas de peuple sans démocratie. Et il n'y a pas de démocratie, en réalité, sans populisme. C'est donc une stratégie assumée que la nôtre d'être dans une démarche populiste. Comme le dit, je ne sais pas si vous avez vu un peu cette vidéo de Chantal Mouffe, qui est une philosophe qui a dialogué avec Jean-Luc Mélenchon, et elle dit comment répondre au populisme d'extrême droite, comment faire. Eh bien en réalité, il faut un populisme de gauche, car
quand l'extrême droite prétend défendre les intérêts des travailleurs, des ouvriers, ce que nous savons être un mensonge odieux, mais ça marche tout de même assez bien, eh bien nous devons dire que non seulement nous défendons ces intérêts de manière réelle, mais qu'en plus nous sommes antiracistes, qu'en plus nous sommes féministes, qu'en plus nous défendons le droit de la communauté LGBT. Par exemple, c'est-à-dire qu'il faut lier l'ensemble de ces questions. Alors j'en viens maintenant directement à la question de la 5e République. Et je parle sous le contrôle de ceux qui tiennent le chronomètre. Maître du temps. Voilà, exactement. D'ailleurs, la 6e République, c'est un peu se rendre maître du temps de nouveau, du temps politique et du temps long de notre économie. Alors, l'accumulation des affaires depuis, finalement, depuis que la 5e République existe, il existe également un certain nombre d'affaires tout à fait préoccupantes. On est en train de réexhumer le cas du ministre assassiné Robert Poulin, mais si on prend rien que cette année, on a eu le procès de Cahuzac, qui est l'incarnation de cette haine du peuple, de ce mépris du peuple qu'ont ces gens. Il arrive, et sa seule ligne de défense dans son procès, c'est de dire, vous comprenez, ma femme voulait que nous ayons un train de vie important, donc j'ai fraudé. Mais c'est aberrant. Personne ne peut entendre une explication pareille et dire, ah oui, c'est vrai, nous te pardonnons. Ces gens-là sont dans un état de déconnexion et de séparation avec le monde réel extrêmement avancé. Et je pense qu'il faut les ramener un peu sur Terre, et lui, pourquoi pas en prison. Nous avons eu également, il y a 2 semaines, quelques informations tout à fait stupéfiantes sur les liens entre une partie de la classe politique et l'ambassade du Qatar. Et notamment, le ministre des Relations au Parlement, Jean-Marie Le Guen, qui ne se prive jamais de critiquer de manière extrêmement forte notre démarche. Il semblerait, d'après les informations et l'enquête menée autour de ses relations avec le Qatar, il semblerait que cet homme-là allait chercher tranquillement des valises de billets à l'ambassade du Qatar pour faire bloquer les textes au Parlement qui auraient pu être hostiles aux intérêts du Qatar en France. C'est-à-dire que ce sont des traîtres. Il n'y a pas d'autre mot. Ces gens-là sont des traîtres au peuple français. Ils agissent au nom d'intérêts de dictature étrangère dans le pays. C'est hallucinant. Et l'enquête est publiée, et au fond, après un jour de vagues polémiques, tout cela est mis sous le tapis. Mais les gens n'oublient pas, nous n'oublions pas l'accumulation des affaires, nous n'oublions pas que Sarkozy a 10 affaires en même temps, et lui c'est le recordman. Nous n'oublions pas que Juppé a été condamné. Souvent on dit Juppé, oh il a pris pour d'autres. Mais d'où dans le système judiciaire, la responsabilité pénale ne serait-elle pas individuelle? Quand on est condamné, c'est qu'on a commis un délit. Il n'a pas pris pour d'autres. Il était peut-être un des rouages, mais il a été condamné. Et en première instance, il a été condamné à 10 ans d'inéligibilité, ce qui a été corrigé à moins ensuite. Mais cet homme-là, qui se fait passer pour modéré, pour sympathique, etc., est l'un des pires dangers pour le pays l'année prochaine. Donc, tous ces éléments montrent bien que notre système institutionnel est à bout de souffle. Il est à bout de souffle pour une raison majeure, c'est qu'il ne fait jamais appel au peuple. Et je le répète encore une fois, on ne peut pas construire une démocratie, on ne peut pas construire un élan citoyen, une participation citoyenne, si à chaque fois que le peuple se prononce contre l'oligarchie, on lui dit qu'il se trompe, et si la plupart du temps, on ne lui demande rien. L'ensemble des projets dans la majorité des collectivités territoriales sont construits hors de la vie des citoyens. Les référendums sont choses extrêmement rares. Et nombre d'endroits, que ce soit les zones rurales ou les quartiers populaires, sont délaissés et exclus au fond de la vie civique. À tout cela, il faut remédier. Et il faut d'autant plus remédier que, vous le savez, notre époque est une époque qui ressemble, quand on la vit, quand on la voit, et quand, comme le disait un insoumis tout à l'heure, quand on voit que cela fait 35 ans, que la crise, soi-disant, est là, en réalité, on voit que nous sommes à un tournant historique.
qu'il s'agit de réfléchir ensemble pour savoir quelle voie nous allons prendre dans le moyen, dans le long terme à venir. Et cela, au moins, sur 3 points. Le premier, c'est les inégalités sociales qui crèvent de plus en plus le pays, qui marquent le nombre de précaires, le nombre de chômeurs. Et ce n'est pas vrai que cette question des inégalités n'ait aucun rapport à la question démocratique. Car il semble absurde à chacun d'entre nous de penser que quelqu'un qui, par exemple, habite dans une zone rurale où il n'y a plus d'emploi, où il n'y a plus de service public, où, au fond, il se sent absolument délaissé, et autant de pouvoir politique que Liliane Bettencourt, dans le monde réel, dont les inégalités économiques produisent des inégalités politiques et font que certains sont plus citoyens que d'autres. Donc, une des matrices de la 6ème République, si nous voulons y arriver, c'est précisément d'égaliser les conditions, d'égaliser la société, si on veut. Ensuite, il y a aussi la nécessité, dans ces temps difficiles, marqués par une instabilité internationale qui nous affecte fortement, marquée par la crainte du terrorisme, il y a une nécessité de faire peuple. Au fond, de ressouder la communauté politique. Et comment ressouder la communauté politique si on nous nie constamment notre position de citoyen? Ce n'est pas possible. Et enfin, et Brigitte en parlera mieux que moi, et surtout de manière plus développée que moi cet après-midi, la question écologique nous oblige également à prendre le pouvoir, à nous occuper nous-mêmes de cette affaire-là. Parce que les raisonnables, les importants, ceux qui prétendent tout savoir sont en train de nous tuer. Ils sont en train de creuser notre propre tombe devant nos propres yeux. Et cela, nous pouvons l'accepter. Nous pouvons l'accepter et nous allons donc, avec méthode, prendre le pouvoir. Et j'en viens, avant de passer aux ateliers, parce que je pense qu'on... Voilà. Mais j'en viens justement à la 6ème République en tant que telle. Parce que beaucoup moquent notre idée en disant « Oh, vous voulez changer de numéro ». Changer de numéro, c'est sympa, etc. Non. Ce n'est pas juste une cosmétique, un exercice de cosmétique institutionnelle. Nous n'allons pas faire comme le général de Gaulle et son équipe, et puis ramener une constitution toute écrite et dire « Ah ben voilà, nous sommes les meilleurs, nous avons compris comment ça fonctionne, et voilà la constitution que nous donnons depuis notre grâce au peuple français. » C'est la conception qui a présidé à la naissance de la 5e République, c'est également la conception d'Arnaud Montebourg de la 6e République. Ils pensent qu'en s'entourant de gentils constitutionnalistes, ils vont arriver à produire un régime idéal. Mais moi, je ne crois pas au rôle plus important des intellectuels que de n'importe qui dans la société. Nous sommes tous citoyens, nous avons tous la légitimité à nous exprimer, à décider, à réfléchir. Et c'est cela le processus constituant. Quand on convoque la constituante, c'est tout le pays qui doit se mettre en marche, qui doit organiser des comités constituants avec droit de pétition à l'Assemblée constituante pour que tous nous décidions de refonder la communauté politique avec des nouvelles règles et des nouveaux droits. Et donc ça, c'est la dimension démocratique de la 6e République. Elle est démocratique déjà dans sa création même, mais elle est aussi démocratique car elle veut ouvrir le champ de la démocratie. Comment cela se fait-il que lorsqu'on passe 35-40 heures dans un lieu de travail, on n'y ait aucun pouvoir? Qu'en réalité, on ne choisit rien sur ces conditions de travail, rien sur les heures, rien sur les salaires. Ce n'est pas normal. Il y a là une tyrannie invraisemblable et les gens souffrent au travail, souffrent en plus de n'avoir aucun mot à dire. Et que si on dit un mot, on se fait virer. Si on dit un mot, on se fait changer de poste et du coup, on a des conditions de travail plus difficiles. C'est cela aussi de penser la 6e République, c'est de penser comment démocratiser la sphère économique qui est une sphère où nous passons tout de même une partie considérable de notre temps. Enfin, et je retombe sur le thème que j'abordais au début, si nous avons une stratégie populiste, ce n'est pas par pur calcul, ce n'est pas parce que nous nous dirions « Ah ben,
le peuple court à l'abstention, court après Le Pen ou après Sarkozy, qu'il court après nous. Non, nous ne sommes pas dans ce rapport vertical. L'autre jour, Sarkozy disait « mes électeurs sont des technos ». Mais de quel droit ce type s'exprime-t-il comme ça? De quel droit? Il a dit ça? Il a dit ça. Il a dit ça en off, évidemment. Il n'a pas fait ça dans un discours, mais il l'a dit. Et c'est révélateur. Et Le Pen pense pareil. Et tous ces gens-là pensent pareil. Alors que nous disons non, nous sommes tous du peuple et c'est nous, en tant que peuple, qui allons changer la situation. Et ce n'est pas un calcul politique, ça s'appelle une stratégie où au moment où elle est engagée, c'est le premier pas de l'émancipation. Parce que le moment où un individu qui au fond était désespéré, qui au fond se sentait seul et ne pensait pas pouvoir changer les choses, le moment où il se dit « je peux le faire, je peux prendre ma part à cette œuvre collective », c'est le premier pas de l'émancipation. Et ce pas-là, c'est non seulement le pas de l'émancipation, mais également, avec nous, celui de l'insoumission. On va passer, ça c'est la bonne stratégie, c'est comme en mai 68. En mai 68, quand les orateurs étaient trop longs, tout le monde commençait à applaudir. Alors je vous propose qu'on passe à des petits ateliers. Il n'y aura pas de l'envoyer. C'est mature, là. On ouvre ses bras et on les laisse aller vivre. Alors, donc on a évoqué le référendum révocatoire en s'écartant un petit peu, en parlant aussi de la constituante, parce qu'il faudra qu'il soit donc, dans la constituante, avec des choses précises. Donc il faut se méfier du référendum déjà par rapport à la clarté de la question. Donc là, c'est référendum révocatoire, oui ou non, on révoque la personne. Donc ensuite, il faut définir, on a tous ensemble, hein, c'est une expérience très enrichissante. J'espère que je vais retransmettre correctement. On a donc parlé de la définition de critères et d'une feuille de route par rapport à une révocation. Donc par rapport, en exemple, on a évoqué l'absentéisme d'élus, donc en considérant que ça commence à partir du niveau de la commune, que tout élu, à partir qu'il soit maire et ainsi de suite, en montant. Voilà. Donc ensuite, après l'absentéisme, donc une révocation aussi par rapport à des actions conformes au programme qu'ils ont porté. On écrit, puisque c'est des promesses sur un programme, il faut considérer qu'ils doivent respecter ces programmes. Donc, et par rapport à ce qu'ils ont promis, il faut qu'ils fassent régulièrement des réunions, qu'il y ait des consultations des citoyens sur des sujets qui n'étaient pas prévus au programme, qui peuvent arriver, et qu'il y ait un contrôle donc, fait d'une commission de citoyens tirés au sort, puisque en fait, le fait de tirer au sort, on peut se poser des questions si tout le monde comprendrait le sujet, mais quand c'est des élus d'assises, les gens sont tirés au sort, donc c'est un exemple de défense de ce système-là. Ou alors, comment déclencher ce référendum, c'est aussi à l'initiative peut-être d'une pétition, ça a été aussi proposé. Donc ça, c'est des choses qui doivent être définies, je pense, dans une constituante. Sachant qu'on ne maîtrise pas non plus dans notre groupe la constituante et tout ce qui fait ce principe. Voilà. Et donc enfin, par rapport à la limitation de la durée des mandats, il y a un très beau propos qui dit qu'il faut des temps, un temps pour apprendre, un temps pour faire et un temps pour transmettre, mais pas trop long, de façon à ce que ce ne soit pas trop long, que les élus, qu'il y ait un partage des responsabilités. Les quotidiennes, hein, le journalisme, on parle tous les jours, les hommes politiques, pour la plupart, il y a tous, généralisé, mais il y a beaucoup de corruption dans le personnel politique. Et dans le monde des affaires. Hein. Donc le monde des affaires, le monde des politiques, ça c'est assez impliqué, on le voit tous les jours, et même parfois, ce qui est dangereux, c'est que les gens finissent par s'en habituer, ils disent « oh bah c'est comme ça », ça fait partie du paysage politique. Alors, il faut bien voir que l'économie mondialisée aussi multiplie les facteurs de corruption, hein, puisque les frontières sont poreuses. Donc il faut savoir quand même que dans le monde, c'est quand même la Chine, le pays le plus corrompu au monde.
c'est quand même un point important, puisque c'est une force. C'est une force politique. Non, mais les autres, elles sont dans ma tête. Alors, parmi les intervenants, il y en avait une douzaine, je crois. Tout le monde est venu, tout le monde a parlé de ce qu'il fallait faire. Donc, tout le monde dit que c'est mal la corruption, alors là, on est d'accord là-dessus. Mais le problème, c'est comment vraiment lutter contre ce fléau social qui touche à peu près tout le monde et en même temps les plus défavorisés, parce que en fin de chaîne, c'est quand même le peuple avec ses impôts qui paye cet argent des tous. Donc voilà, il y a sans doute des solutions à trouver. Elles sont très générales, très vagues, mais je pense que c'est un combat à mener sur un plan éthique, sur un plan politique. Voilà ce que j'ai à dire sur la corruption. Nous, on a parlé du vote à 16 ans, avec une très belle assemblée, parce qu'on était des anciens et des tout jeunes, et j'ai trouvé la discussion assez fructueuse. Alors, déjà, on se pose la question quand même, hein, du droit de vote à 16 ans, pourquoi ? Pourquoi on commence à penser au droit de vote à 16 ans? Alors effectivement, on s'est dit que la majorité sexuelle est à 15 ans, que les jeunes de 16 ans ont des droits, ils peuvent se marier, ils peuvent être père et mère de famille, ils peuvent être responsables de certains de leurs délits, et certains peuvent être émancipés. Mais on s'est dit quand même que pour qu'ils aient, si jamais ils ont le droit de vote, il faut que ce soit avant accompagné d'un accompagnement, c'est-à-dire de les aider à comprendre ce qu'est le vote et la citoyenneté. Beaucoup d'entre eux, on a parlé des différences entre les jeunes de 16 ans. Certains sont très matures et sont prêts même à vivre seuls, si toi bien entendu. D'autres sont matures plus tard. Ils ont encore besoin de l'aide, de leurs professeurs et des gens qui les entourent. Pour certains, ce sont des éducateurs, des familles d'accueil, etc. Donc tous les jeunes de 16 ans ne vivent pas la même vie et n'ont pas les mêmes besoins. Hein. Donc on a parlé bien sûr de l'instruction civique à l'école, on a parlé du fait que même en primaire, on élit un camarade de classe qui sera le délégué de classe. On a parlé aussi de l'adolescence. Parce que pourquoi priver? Dans certains cas, on se demande s'ils peuvent voter à 16 ans, on va mettre la majorité à 16 ans. On pense qu'il faudrait faire des choses pour impliquer les ados. J'ai parlé d'ailleurs à un moment, même les tout petits, si vous avez des petits enfants de 3-4 ans, à l'école, on leur fait trier les déchets, mettre dans une poubelle certains... Vous voyez, pour leur apprendre qu'il faut se conduire, se comporter autrement en citoyen. Et bien sûr, là, c'est des tout petits. Mais au niveau des ados, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des insoumis, peut-être, hein, qui fassent des choses dans leur commune et qui aident les ados à comprendre ce que c'est que le choix politique. Et parce que l'école, elle peut faire de l'instruction civique, mais il y a quand même des limites. Hein. On ne peut pas parler de tout à l'école. On a parlé que beaucoup de gens ne savent pas, par exemple, la sécurité sociale, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Il y a des camarades qui ont discuté. Bon, il faut bien sûr instruire nos ados. Si on veut qu'ils soient capables d'avoir un boulot citoyen en allant voter, c'est pas pour n'importe qui, c'est pas pour n'importe quoi. C'est parce qu'on a réfléchi dans sa tête. On veut l'extension de la scolarité à 18 ans. Donc tout ça, est-ce que ça va ensemble? Est-ce qu'on peut... Je crois qu'on n'était pas prêts à donner notre avis. Même les jeunes de 16 ans, d'ailleurs, qui étaient avec nous, hein, on était tous ensemble. On est un peu interrogatifs. Voilà. Puis on a parlé surtout, les 16 ans, ils disent qu'ils ne demandent pas le droit de vote, forcément. Une jeune fille a dit une chose importante, c'est qu'elle a
était plus mature quand elle a quitté sa famille, après ses études. Bon. Et ça c'est vrai que, à mon avis, quand on est obligé de se dépatouiller tout seul dans la vie, ça donne un peu de la réflexion. Nous avons le groupe Mozambique qui est en train de se mettre en place et qui va nous offrir un petit moment de détente. Merci à eux.